Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Nowtech. Aujourd'hui, on va parler d'Emmanuel Macron qui a décoré de la Légion d'honneur Jeff Bezos. Je vous mime l'emoji. On parlera bien sûr de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le vendredi 24 février 2023 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Attendez, je lance juste quelque chose que je n'ai pas encore lancé. Et voilà, ça c'est fait. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce matin, que vous avez la forme. On remercie tout de suite Sloan Fardel pour son 23e mois d'abonnement, qui est presque. Merci Olek Impec, 34e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Gecko Splinter également pour ton 22e mois d'abonnement. Merci Kylian NB pour ton 21e mois d'abonnement. Merci. Le train de la hype qui vient de démarrer, vous l'avez démarré dès le début de l'émission, c'est magnifique. Merci. Une chips masquée qui se démasque avec son 13e mois d'abonnement. Merci Déclic pour ton 26e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Polaire75, 35e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Quand est-ce qu'on va se lasser de cette expression? Il va falloir que je trouve autre chose. Hein. La bande de squatteurs. Elle est no life là, de plus de 30 mois. Merci Kawak47 pour ton prime. Un grand merci à vous. Train de la hype niveau 3, mais quelle belle matinée. Quelle belle matinée. Les gens sont enragés ce vendredi, mais c'est bien. C'est de la bonne rage, ça. Bien écumante, là. C'est la rage qu'on aime. C'est la rage against the machine. Oh là là, je sens que c'est bien parti. Bon, on va pas traîner parce qu'on a énormément d'articles lourds ce matin. Il n'y a pas que des articles faciles, d'ailleurs. Hein, vous l'avez vu dans le titre. Hein, ça va y aller, ça va jaser, ça va polémiquer. On va regarder ensemble le sommaire du jour. Nous commencerons en parlant de cybersécurité avec la Commission européenne qui interdit l'usage de de TikTok à son personnel. Un article de Courrier International. On parlera ensuite l'Ukraine qui réclame le retrait du jeu vidéo Atomic Heart, jeu vidéo à polémique. Hein, il y en a des polémiques autour des jeux vidéo en ce moment. Un article du HuffPost. Nous parlerons ensuite, et c'est un article de Numérama, d'Apple qui ne serait plus très loin de changer la vie des diabétiques. Cette fameuse mesure de glucose, le capteur de glucose non invasif. Apple aurait mis au point quelque chose. On en parlera. Nous parlerons également d'un nouveau... réseau social, pas vraiment. C'est les deux cofondateurs d'Instagram, vous vous souvenez, qui étaient partis, qui lancent Artefact. Je vous expliquerai un petit peu ça. Et c'est un article de Fredzone. Nous parlerons ensuite, et c'est un article de Mac Forever, de l'app Google Photo qui sort la gomme magique sur l'iPhone. On fera une petite brève aussi de CNET sur Fnac Darty, la rumeur d'un rachat qui fait grimper le cours de l'action. Nous parlerons ensuite bien sûr de notre merveilleux sponsor Eau de Switch, hein, que vous commencez à bien connaître et à apprécier. Et je viens de perdre mon sommaire, non c'est bon, il est là. Et nous terminerons avec une tartine, hein, une grosse tartine, hein, qui voilà. Un gros facepalm de tartine avec Emmanuel Macron qui remet les insignes de la Légion d'honneur au fondateur d'Amazon. Réaction indignée à gauche, pas qu'à gauche d'ailleurs. Hein. Réaction indignée, j'ai envie de dire. Quelle mauvaise idée, quel mauvais timing, on en parlera en fin d'émission. Photo vraiment magnifique en plus de Jeff Bezos, magnifiquement choisi. Voilà pour les sujets du jour. J'espère qu'ils vous vont. J'en ai pas d'autres. Et on lance tout de suite le Kawa.
Le Kawa est lancé. Merci Dantologue pour ton 30e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci beaucoup aux contributeurs de ce matin. Le train de la hype est dans la gare. Ajoutons-y du bois. Des granules. Un truc écolo. Ouais, j'ai des articles pas faciles ce matin. Il va falloir que je marche sur des œufs. Et pas de coquilles dans les articles. On va commencer, on va parler effectivement de cybersécurité avec la Commission européenne qui interdit l'usage de TikTok à son personnel. Alors, contexte. Il y a de légères tensions, de plus en plus fortes, entre la Chine et un peu quand même le reste du monde. Hein, on peut le dire. Voilà, contexte géopolitique posé. Afin de protéger les données de la Commission et d'accroître sa cybersécurité, le conseil d'administration de la Commission européenne a décidé de supprimer l'application TikTok sur les appareils professionnels et les appareils personnels enregistrés au service d'appareils portables de la Commission européenne. La volonté de l'exécutif bruxellois est claire. L'application chinoise ne doit plus être utilisée par le personnel du Bellermont. Alors là, je sais pas, c'est quoi le Bellermont? Par le personnel. C'est un endroit, Bruxelles? Le Bellermont, aidez-moi. Dites-moi ce que c'est. Et cette consigne doit être exécutée avant le 15 mars. La suppression de TikTok concerne donc les téléphones professionnels, mais aussi les appareils personnels à partir du moment où une application liée au travail y est également installée. D'accord, le Bellermont, c'est le bâtiment de la Commission européenne. Merci. Merci beaucoup. Je ne savais pas. Sale temps pour TikTok. Une première à Bruxelles, mais pas de l'autre côté de l'Atlantique, où les États-Unis ont banni TikTok de tous les dispositifs du gouvernement fédéral à cause des craintes liées à un potentiel espionnage chinois, détails politicaux. En somme, c'est une période compliquée pour TikTok, dont le porte-parole a déclaré à différents médias, dont Euractiv. Nous sommes déçus de cette décision qui, selon nous, est mal avisée et fondée sur des idées fondamentalement fausses. Nous avons contacté la Commission pour rétablir la vérité et expliquer la manière dont nous protégeons les données des 125 millions de personnes à travers l'Union européenne qui se rendent sur TikTok chaque mois. Et d'ajouter, nous continuons à améliorer notre approche de la sécurité des données, notamment à travers la création de 3 centres de stockage des données en Europe afin de conserver un niveau local et de réduire l'accès à notre personnel à ces données. Bon, on va pas revenir, c'est pas la première fois qu'on parle de la problématique TikTok. TikTok qui émane de la société ByteDance, société chinoise, qui a des rapports plus ou moins étroit avec le gouvernement chinois, sachant qu'on sait aujourd'hui que de toute façon, il y a une ambiguïté générale sur l'ensemble des entreprises chinoises et la mainmise de l'État chinois sur ces entreprises. Il va sans dire aussi qu'on est dans un contexte international qui est tendu. C'est vrai que les Américains n'espionnent pas. Ce que je répondrais à ça, Vital Infinity, c'est que la Chine n'a pas attendu. La Chine, ça fait bien longtemps qu'elle bloque des réseaux sociaux américains. Donc j'ai presque envie de dire c'est une réponse du berger à la bergère. De toute façon, on est toujours dans un jeu de 2 poids 2 mesures. Le gouvernement chinois est le premier à bloquer des échanges de données avec l'Occident de manière générale. Je pense... Je sais pas trop quoi penser en fait. Je suis pas certain qu'on va avoir un blocage de TikTok dans le monde pour les usagers. Que TikTok soit interdit dans les instances, dans les gouvernements, sur les téléphones professionnels de toutes les instances d'État, même par principe de précaution, personnellement, je comprends. Je comprends. Alors, encore une fois,
je vous invite, François Michel qui dit ils vont faire comme pour Huawei. Je vous invite encore une fois, je sais que je fais beaucoup de pubs pour ce YouTuber. Hein, merde, comment il s'appelle Jimmy. Ah, attendez, je vais vous le retrouver tout de suite. Qui moi m'a pas mal Johnny, pas Jimmy, Johnny Harris. Johnny Harris qui a fait, je trouve, alors comme toute source d'information, à prendre avec des pincettes. Voilà, cette vidéo-là que je vous remontre. Je vous garantis, regardez-la. Alors, elle est en anglais, mais vous pouvez mettre les sous-titrages. The Microchip War has begun. Il va vous ouvrir les yeux sur cette espèce de billard à 5 bandes qui se passe autour de la technologie entre les États-Unis et la Chine. Et vous verrez que en ressortant de cette vidéo, vous aurez un avis peut-être beaucoup plus nuancé sur les réactions américaines par rapport à ce qui se passe. Et je trouve que c'est important de sortir des vues manichéennes. Depuis le début, on parle de ça. C'est pas une question des méchants Américains et des gentils Chinois ou des méchants Chinois et des méchants Américains. Tout le monde s'espionne. La géopolitique, c'est compliqué. Mais en tout cas, cette vidéo vous permettra peut-être un petit peu mieux de comprendre en quoi il y a un réel problème de guerre technologique qui va au-delà de la techno et de bloquer des smartphones chinois. Voilà, c'est ça qui est assez intéressant. Donc, je vous conseille vraiment, encore une fois, de regarder cette vidéo et d'autres. Hein. Multipliez vos sources, informez-vous, d'un côté comme de l'autre. Évitons de nous bloquer dans des ornières de pensée manichéennes d'anti-américanisme primaire ou d'anti-sinoïsme primaire. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire sur ce sujet. On ne parle pas des ballons TikTok. Oui, non, mais ça fait partie, effectivement. Il y a des tensions, et des tensions qui deviennent de plus en plus fortes. Moi, je comprends quand même que la Commission européenne, ne serait-ce que par principe de précaution, est-ce qu'on a besoin vraiment que les gens qui travaillent à la Commission européenne sur leur téléphone professionnel aient des applications? Mais j'ai envie de dire, ça aurait été peut-être bien et agile de la part de la Commission européenne de dire sur les téléphones professionnels de la Commission européenne, pas de TikTok, pas de Twitter, pas de Facebook, pas de réseaux sociaux sur les téléphones professionnels. Oui, Johnny Harris, oui. Je rentrerai pas dans ces discussions, Sébastien. Parce que je suis pas d'accord en plus avec ce que tu es en train d'essayer d'affirmer. Franchement, aujourd'hui, on devrait avoir un principe de précaution. Et l'Europe, là, de plus en plus, même vis-à-vis des États-Unis, c'est là qu'il ne faut pas être non plus aveuglé. Justement, c'est une réaction saine de l'Europe. On a fait wow, les États-Unis, là, vous prenez toutes les données des Européens, on va peut-être discuter. C'est bien aussi que l'Europe dise les Chinois, là, nos données là, des gens qui habitent en Europe, va falloir nous expliquer où ça va, qui voit tout ça. C'est normal. C'est normal. Les données, aujourd'hui, sont un enjeu géopolitique majeur pour le commerce, premièrement, géostratégiquement également, pour des questions de liberté individuelle. Il est absolument normal que les grands blocs prennent des précautions. Voilà. C'est important. Et d'autant plus que, effectivement, je ne sais pas comment tout ça aboutira, mais on va dire que les crispations entre les grands blocs se renforcent depuis quelques années. Voilà. Twitter n'est pas un outil pour les hommes politiques. Non, mais c'est un truc valide.
Maintenant, je pense que la Commission européenne peut tout à fait avoir une équipe de gens qui s'occupent des réseaux sociaux. On n'est peut-être pas obligé que ça soit en direct les gens de la Commission européenne qui aient Twitter et qui tweetent pendant leur séance de travail. Hein. Il n'y a qu'à embaucher des gens dont c'est le métier, les réseaux sociaux. Ça évitera peut-être de dire des conneries ou d'avoir des dérapages sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est un des nerfs de la guerre de l'information, les réseaux sociaux, c'est indéniable. Il est important que la Commission européenne communique sur les réseaux sociaux et sur TikTok aussi, puisque c'est là où il y a une partie des gens qui utilisent TikTok, mais laissez faire les professionnels des réseaux sociaux. Voilà. Mais peuvent-ils interdire un réseau social sur leur territoire? Alors justement, c'est là où il faut être exact. TikTok ne va pas être interdit en Europe, en tout cas pour l'instant. C'est pas ça la discussion. C'est d'interdire TikTok aux instances européennes pour des raisons de sécurité géopolitique. Voilà. C'est important. Sur ce, les hommes politiques nous renseignent en direct jour après jour. Oui, mais on a vu que justement, les hommes politiques qui utilisent les réseaux sociaux en direct, ça n'a pas donné que des résultats très heureux. C'est peut-être pas une méga bonne stratégie, j'ai envie de dire. Et je ne serais pas à discuter, mais je ne serais pas forcément contre une espèce de loi qui dirait quand on est un responsable politique, on doit avoir quelqu'un qui contrôle ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Voilà. Peut-être. J'en sais rien. La liberté d'expression. Mais ça n'a rien à voir avec la liberté d'expression. Là, on mélange tout. On mélange un petit peu tout. Chaque fois que on ne prive pas de la parole, là, c'est aussi des questions de sécurité. N'oubliez pas que, par exemple, TikTok, Twitter, etc., c'est aussi, ça peut être des messages privés, c'est des informations personnelles sur des gens qui travaillent à des endroits qui sont susceptibles, effectivement, d'être espionnés, où il y a probablement des dossiers, peut-être pas super top secrets, mais quand même des dossiers sensibles qui transitent. On le sait que les réseaux sociaux sont utilisés aussi par des hackers pour pouvoir rentrer dans d'autres services, avoir d'autres types d'informations. Un TikTok personnel d'une personne qui travaille à la Commission européenne peut servir à des personnes malveillantes pour faire du hacking social, par exemple. Donc, bref. On avance. Il y aurait certainement encore beaucoup de choses à dire, mais on a beaucoup de choses à dire sur les autres articles. Hein. Ce matin, c'est un matin chargé. Hein. C'est un vendredi, vivement le week-end. On va parler effectivement de l'Ukraine. Sujet pas facile et je vous demande de vous auto-modérer. Hein. On a le droit d'avoir des opinions, mais après, il y a les faits. Et voilà, on va essayer de s'en tenir aux faits. L'Ukraine réclame le retrait du jeu vidéo Atomic Heart. Le ministre de la transformation numérique de l'Ukraine a décidé de prendre des mesures contre Atomic Heart, un jeu russe sorti cette semaine sur PC, PlayStation 4 et 5, Xbox et série. Ce dernier a expliqué qu'il allait contacter Sony et Microsoft pour retirer le jeu des stores numériques en Ukraine, rapporte le site de gamer.com. Ce jeu vidéo de type FPS avec des séquences de jeu de rôle d'action se déroule en 1955 au cœur de l'Union soviétique dans une réalité alternative mêlant des thèmes militaires soviétiques et russes. Une sortie qui coïncide avec la première année du conflit ukrainien. Au cœur des remontrances de Kiev se trouve le développeur du jeu Mundfish. Le studio
Yep. Le studio était financé par des entreprises et des banques russes qui sont tombées sous le coup des sanctions et qui revêtent une importance systémique pour le gouvernement russe et notamment la société énergétique Gazprom. Comme le rappelle Canard PC, le studio Munfish est bien basé à Chypre, mais il est russe de création. Le déménagement à Chypre ayant eu lieu en 2022, le développeur a échappé aux sanctions internationales. Le journal de référence pointe également du doigt des investisseurs comme Gem Capital, un fonds d'investissement dont le fondateur a des liens avec Gazprom et VTB Bank, tous deux détenus majoritairement par l'État russe. Munfish n'a par ailleurs publié aucune déclaration publique condamnant l'invasion russe de l'Ukraine, affirmant seulement qu'ils étaient une organisation pro-paix contre la violence contre les personnes, ne se commettant pas dans la politique ou la religion. À cela s'ajoute également le questionnement autour des données des joueurs. En janvier dernier, le média spécialisé Ain Capital avait épinglé le studio, donc le studio éditeur du jeu, pour ses politiques de confidentialité, lesquelles stipulaient que les données des joueurs pouvaient être transmises en Russie. Les autorités ont motivé en partie leur décision sur le risque pour les données personnelles et encouragent également les joueurs d'autres pays à boycotter le jeu. Nous appelons également à limiter la distribution de ce jeu dans d'autres pays en raison de sa toxicité, de la collecte potentielle de données d'utilisateurs avec un éventuel transfert à des tiers en Russie ainsi que l'utilisation potentielle des fonds provenant des ventes de jeux pour continuer à faire la guerre contre l'Ukraine, a déclaré Alex Borniakov. Enfin, les critiques du monde des jeux vidéo ciblent également la plateforme VK Play, qui est l'équivalent du Steam russe, détenu par la société Gazprom, ainsi que les passages jugés sexistes et la violence verbale gratuite de ce jeu. Ces passages ont notamment été épinglés par plusieurs joueurs sur les réseaux sociaux, comme l'ont fait remarquer nos confrères de BFM TV. Alors, moi, j'ai pas joué, j'ai regardé juste la bande-annonce, effectivement, de ce jeu que je vous passe. À première vue, en tout cas, bande-annonce et tout ça, je n'y ai pas vu une propagande russe à outrance, puisque c'est une uchronie que l'URSS aurait survécu, enfin, de l'URSS en 1955, si j'ai bien compris. Par contre, oui, des extraits que j'ai vus sur les réseaux sociaux, c'est un jeu avec de la vulgarité, du machisme. En fait, ça me rappelle un peu les polémiques. C'était quoi ce jeu Oh, j'arrive pas à retrouver le nom. En fait, il fait Duke Nukem, voilà. Ça fait un peu Duke Nukem, jeu américain s'il en est, si je me trompe pas, avec effectivement des trucs qui sont d'un autre âge, quoi, à mon avis. Hein. Alors, en fait, voilà, la problématique, il y a l'air d'avoir quelques petits problèmes dans le jeu, effectivement, et de polémiques, on va dire, sur les thèmes abordés. Mais les deux principaux problèmes viennent du financement de ce jeu, des financements qui sont très liés, et Gazprom, là, il n'y a plus de preuves à faire des liaisons entre Gazprom et l'État russe. Et également avec, on en revient, l'échange des données. Où partent les données des joueurs et comment elles sont utilisées. Donc, de réduire le problème en disant l'Ukraine interdit le jeu et essaye de le faire shadowban dans le monde juste parce que c'est un jeu russe est une vue courte de l'esprit. Ils ont quand même un dossier, sachant que normalement, effectivement, il y a des sanctions sur les entreprises russes. Là, le studio s'est installé en 2022 en Chypre pour plus être un studio russe.
Ça reste un studio qui est financé, on le voit bien, par des capitaux russes quand même. Des capitaux russes d'entreprises qui sont très liées à l'État russe. Donc ça a l'air quand même d'être un problème. Ouais, mais c'est Xbox, Sony et Steam qui ont les données. Non, non, justement, il y a des données manifestement qui transitent quand même sur les serveurs, sur les serveurs du développeur. Si c'est un jeu financé par la pègre russe, oh, c'est même pas la peine d'aller jusque-là. On parle de quelles données? Je n'ai pas le détail. Je n'ai pas le détail, mais tu vois, je donne juste un exemple, peut-être maladroit, mais on sait aujourd'hui qu'on est dans une guerre de l'information, une guerre de la propagande, des deux côtés, hein, avant que vous me tombiez dessus. L'État russe peut dire, bah regardez, la culture russe, imaginons que le jeu ait un succès énorme, l'État russe peut très bien dire, regardez, l'Occident aime la Russie, puisque nous avons tel nombre de joueurs occidentaux qui, malgré la montée des tensions entre l'Occident et la Russie, jouent à ce jeu. Donc, on peut se dire aussi, là, le jeu est sorti, que peuvent donner des mises à jour derrière. Peut-être qu'ils en ont sorti une première version qui est encore soft au niveau de la propagande. J'en sais rien, j'y ai pas joué. Je peux pas vous dire, c'est un jeu qui diffuse une propagande pro-russe, pan-slavique, immonde. Je peux pas vous affirmer ça, j'y ai pas joué. On sait que des dérives sont possibles. C'est pas la première fois que des jeux vidéo sont utilisés à des fins de propagande. Et pour rétablir la balance, les États-Unis ne sont pas les derniers à utiliser des jeux vidéo à des fins de propagande sur des conflits. On l'a bien vu dans pas mal de FPS avec des guerres au Moyen-Orient, avec des caricatures. Voilà. Donc, je suis pas en train de dire « Ouh là là, c'est russe, c'est mauvais. Quand c'est américain, c'est bon. » hein. Donc, c'est du soft power, exactement. On est dans une guerre de l'information et toutes les balles comptent hein, en ce moment. On le voit bien dans les discours. On est dans un conflit. Moi, je ne pense pas qu'on est dans une guerre froide, on est dans une guerre plus que tiède. Et aujourd'hui, l'idéologie, entre guillemets, on commence à poser des barrières. Hein. Voilà. Fédération de Russie, oui. Enfin, ouais. Donc, on n'est pas aveugle, non. François Michel, toi peut-être, et tant mieux. N'oublions pas que d'abord, il y a des enfants qui jouent à des jeux vidéo. Et non, je pense que tout le monde n'a pas les mêmes niveaux d'information. Euh, on le voit hein, quand même que la propagande pro-russe a eu pas mal d'effets. Il y a toute une partie, un gros morceau de gens quand même, enfin pas mal de gens qui sont sensibles. Il y a 2 semaines, je crois, on savait que le patron de Wagner avait officiellement dit qu'il avait monté des fermes à trolls à Saint-Pétersbourg pour diffuser de la propagande russe sur les réseaux sociaux et qu'elle soit relayée et qu'il a ciblé majoritairement, on va dire, pour être gentil, des groupes un peu anti-tout, sachant que les messages pro-russes ont un écho favorable dans certains milieux. Donc, voilà.
Oh, ben, c'est des débats houleux, bien évidemment. Le jeu vidéo étant quand même un pilier culturel du monde aujourd'hui, c'est une évidence que les jeux vidéo sont utilisés à des fins de propagande. C'est clair. Aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est plus puissant que le cinéma. Et encore une fois, je sais balancer les choses. Je serais inconscient de dire que les États-Unis et même le bloc occidental utilisent aussi le jeu vidéo à des fins de propagande. Oui. Est-ce que c'est pas une minorité qui fait beaucoup de bruit sur les réseaux? C'est un peu ça. Je suis d'accord avec toi, Wendigo. Mais en fait, c'est une minorité qui fait beaucoup de bruit. C'est à la fois la qualité et le défaut des réseaux sociaux. C'est que c'est un porte-voix très puissant, même pour un petit groupe de personnes. Et que parfois, on a l'impression... Enfin, un petit groupe de personnes peut faire beaucoup de bruit. Et on a l'impression presque que c'est un message mainstream. Si tous les jeux font polémique maintenant... Alors attention, Kawak, on peut pas tomber non plus dans les excès. On peut pas dire que tous les jeux vidéo font polémique. Mais c'est indéniable qu'aujourd'hui, les jeux vidéo étant un vecteur culturel extrêmement important, et vous le savez si vous avez joué à Civilization, la guerre culturelle, elle existe à travers le monde. Hein. Et c'est une guerre aussi. Et donc, ça serait naïf de dire, parce que c'est des jeux vidéo, c'est forcément innocent. Non, loin de là. Les jeux vidéo sont des vecteurs extrêmement puissants pour véhiculer des idées, des manières de penser, des mindsets, comme on dit. Donc, on doit les traiter avec les mêmes précautions qu'on aurait avec la musique, le cinéma, bref, tous les piliers culturels, quoi. Donc, c'est pas parce qu'il y a jeu dans jeu vidéo que c'est innocent, en fait. Loin de là. J'avance, mais c'est des sujets passionnants, hein, je trouve. J'avance un petit peu et on va passer à l'article de Numérama. Apple ne serait plus très loin de changer la vie des diabétiques. Après plus de 10 ans de recherche, Apple serait sur le point de mettre au point... Ah, drôle de phrase. Après plus de 10 ans de recherche, Apple serait sur le point de mettre au point un capteur de glucose non invasif sans piqûre. Cette technologie qui pourrait être intégrée à terme à l'Apple Watch serait une révolution pour le traitement des personnes diabétiques. Bloomberg, qui n'a pas l'habitude de s'emballer sur Apple et qui est très bien informé, révèle le 22 février 2023 qu'un capteur de glucose non invasif qui s'accrocherait au biceps serait désormais fonctionnel. L'objectif de l'entreprise est maintenant de le miniaturiser, ce qui va prendre du temps, mais la révolution n'est plus très loin. Ce capteur d'Apple utiliserait une technologie photonique au silicium et un processus de spectroscopie d'absorption optique. Des mots compliqués qui veulent dire qu'un laser serait émis sur une longueur d'onde spécifique dans une zone de la peau sur laquelle se trouve du liquide interstitiel, une substance qui peut être absorbée par le glucose. Le laser reviendrait ensuite vers le capteur, ce qui permettrait à un algorithme de déterminer le niveau de glucose dans le sang sans avoir à prélever du sang. La version actuelle de la technologie serait suffisamment bonne pour qu'Apple commence à demander une certification gouvernementale, même si la marque a encore un long chemin avant de la rendre assez petite pour s'intégrer à une montre connectée. Un autre usage potentiellement révolutionnaire de ce capteur, ça serait de détecter un début de diabète avant qu'il ne soit trop tard. Si la technologie est intégrée à la montre et effectue régulièrement des mesures, par exemple bien plus souvent qu'un système avec prélèvement du sang, alors Apple aura assez de données pour remarquer des comportements qu'aucun médecin ne pouvait voir jusque-là. Son rêve de traiter des personnes avant qu'il ne soit trop tard pour empêcher l'apparition de certains diabètes. Donc, on en parle déjà depuis 3-4 ans
de ces capteurs de glucose. Je vous ai souvent dit dans mes vidéos sur l'Apple Watch, en termes médicaux, ça serait révolutionnaire. Alors, je dois remettre en contexte parce que tout le monde n'est pas forcément au courant. Le diabète, je crois, je me trompe peut-être, mais je crois que le diabète est la première maladie chronique au monde. C'est énorme. Les chiffres du diabète, c'est en constante augmentation. On parle même d'épidémie de diabète. En tout cas, ça fait partie du trio de tête. Peut-être que l'hypertension ne doit pas être très loin non plus, mais je crois que ça fait partie du trio de tête des maladies chroniques. Maladie chronique, ça veut dire une maladie que vous avez à vie, en fait, dont on ne guérit pas, on vit avec. C'est une énorme maladie. Le diabète, pour bien comprendre, et je schématise parce que la recherche avance énormément dans le diabète, de ce que j'en sais, mais il y a beaucoup d'argent dans le diabète, vu que c'est une maladie qui touche énormément de monde. Mais schématiquement, pour que vous compreniez, il y a le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le diabète, c'est l'absence ou la mauvaise émission d'une substance qu'on appelle l'insuline dans le corps, qui est générée par le pancréas. Je vous explique tout ça parce qu'en fait, vous allez comprendre, c'est important. Souvent, je vous parle que le sucre, c'est un problème. En fait, l'insuline permet de traiter le sucre dans le corps. Le sucre, ce n'est pas que le sucre qui a un goût sucré. Patates, pâtes, riz, tous les sucres lents sont des sucres. Les sucres sont indispensables, puisque c'est la première énergie du corps. Le corps va d'abord taper dans les sucres avant de taper dans les graisses. Voilà. C'était juste pour contextualiser les choses. Quel est le problème d'une personne diabétique type 1 ? Le problème d'une personne diabétique type 2 et le problème d'une personne prédiabétique. C'est qu'en fait, le sucre, c'est très bon pour le corps, puisque c'est une énergie, mais il y a des marges. En fait, au bout d'un moment, vous en avez trop dans le corps, et l'insuline doit éliminer l'excès de sucre, ou alors vous n'en avez pas assez. Et là, il y a d'autres problèmes. Chez une personne qui n'est pas atteinte de diabète et qui n'est pas prédiabétique, la marge entre trop de sucre et pas assez de sucre, elle est large comme ça. OK ? Chez un prédiabétique, la marge, elle est comme ça. Chez un diabétique type 2, la marge, elle est comme ça. Et chez un diabétique de type 1, je schématise, mais la marge, elle est comme ça. C'est pour ça que les diabétiques, qu'ils soient type 1 ou type 2, doivent se piquer le doigt pour mesurer le taux de glucose, donc le taux de sucre dans leur sang, régulièrement, pour voir où ils en sont entre les deux marges. Trop de sucre ou pas assez de sucre. Les deux sont dangereux. Trop de sucre ou pas assez de sucre, les deux sont dangereux. Donc, j'en arrive à la technologie. Pourquoi c'est important ? Aujourd'hui, un diabétique type 1, type 2, ça dépend de la gravité de son diabète, est obligé de se piquer assez régulièrement dans la journée. Les gens de diabète type 1 doivent parfois se piquer 5-6 fois par jour le doigt. Ça fait pas mal et c'est pas horrible, mais c'est chiant. Tu es obligé de te piquer le doigt, voilà, pour mesurer. Et en plus, la mesure, parce que en fait, votre taux de sucre peut bouger énormément, je dirais presque de minute en minute, selon ce que vous mangez, selon l'exercice que vous faites, selon votre taux de stress, etc. Donc, c'est pour ça que je suis aussi renseigné sur le sujet, parce que je voulais comprendre pourquoi c'était une telle révolution, ce lecteur de glucose. Ça va permettre, si ça marche, pour ces gens qui ont une maladie chronique type 1 ou type 2, le diabète, de mesurer de manière constante, ou en tout cas très très régulièrement, leur taux de glucose, d'adapter leur comportement, leur alimentation, leur exercice, presque à la minute, donc de mieux vivre avec cette maladie chronique. Et c'est un marché absolument énorme. Mais là où ça devient gigantesque, je vous parlais d'épidémie de diabète. On sait aujourd'hui qu'il y a un nombre énorme de gens qui sont prédiabétiques et qui ne le savent pas, qui ont une marge de sucre qui est déjà limite. Parce que le diabète de type 2,
peut arriver effectivement avec une mauvaise alimentation en conjoncture avec des facteurs génétiques. Faut pas caricaturer non plus les diabétiques en disant c'est des gens qui mangent trop de gâteaux. Non, il y a des gens qui chopent le diabète alors qu'ils détestent les gâteaux. C'est juste qu'ils ont des facteurs génétiques aussi importants. Et il serait assez important pour la médecine mondiale d'arriver à détecter ces prédiabétiques parce que c'est le meilleur moment pour éviter de devenir diabétique, en fait. Si tu as l'information que tu es prédiabétique, tu vas commencer à faire attention à ton alimentation, à t'informer, à comprendre que le pain, les pâtes, le riz et tout ça, faut faire gaffe. Faut pas en manger trop non plus, c'est du sucre, tout ça. Donc voilà, c'était un peu pour vous expliquer à ceux qui ne le savent pas pourquoi on dit que c'est un truc aussi important et que le jour où ça va débarquer dans des mondes connectés, ça peut être une mini révolution au niveau de la santé, quoi. Oui, il y a déjà des capteurs de glycémie constants qui existent, mais ils sont invasifs. Il y a toujours une aiguille, même si c'est une micro-aiguille, mais tu as une aiguille qui te rentre dans la peau pour être en contact avec ton sang, en fait. Ou en tout cas avec ce qu'ils disent, le liquide... Bon, après, je suis pas un spécialiste, hein. Mais là, entre guillemets, la révolution, c'est que ça serait non invasif. Oui, oui, je sais que ça gêne pas. Je sais que de plus en plus de gens atteints du diabète type 1 ont des lecteurs, des patchs qui se mettent avec une lecteur continue. En fait, je pense que la révolution, elle sera effectivement certes pour les gens atteints de diabète, mais je pense que la révolution sera surtout pour tout un tas de gens qui ne se rendent pas compte qu'ils sont prédiabétiques. Et oui, Fanny, merci à tous ceux qui partagent. Vous n'êtes pas obligé de partager vos données santé, hein. Les données santé, c'est personnel. Merci pour ceux qui témoignent. Un des problèmes du diabète, de ce que j'en sais, c'est que comme c'est une maladie difficile à détecter parce que les symptômes sont un peu zarbi, souvent les diabétiques type 2 sont des prédiabétiques qui s'ignorent et font des comas diabétiques. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'ils ont le diabète, en fait. Alors, c'est pour quand cette montre ? Bien sûr, comme tout truc médical, il y a énormément de précautions. Et comme je l'avais déjà expliqué, il va falloir que Apple soit très très sûr de son coup. Parce que la catastrophe, ça serait qu'il détecte trop de prédiabétiques et que ça soit la ruée dans les hôpitaux de gens affolés. Il faut pas que le truc se mette à sonner parce que tu as mangé un plat de pâtes un peu trop conséquent non plus. Bien évidemment, je pense que la plupart des gens, si vous mangez un peu trop de pâtes, l'heure d'après, vous avez un taux de glucose qui fait wouh, 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 wouh. Bien sûr, non, non, il faut pas tomber dans la caricature des diabétiques que c'est des gens qui s'alimentent mal. La mauvaise alimentation est un facteur aggravant, conduisant parfois au diabète, si tu as des facteurs qui te prédisposent au diabète. Voilà. Mais il y a des gens très sportifs, il y a des sportifs... Alors, le diabète type 1, là, c'est quelque chose souvent qui arrive quand on est enfant. Là, on est carrément dans de la génétique. Mais il y a des gens qui sont devenus type 2 alors qu'ils avaient une très bonne alimentation, qu'ils étaient sportifs et tout, hein. Le métabolisme, vous le savez, c'est quelque chose de très spécial. Et vraiment, les facteurs génétiques et les facteurs de stress sont très importants dans le diabète aussi. Donc, on ne sait pas quand ça va arriver, mais manifestement, Apple tient quelque chose en termes de technologie. Alors, certains vont me dire, il y a déjà des smartwatches qui sont... Oui, mais justement, il y a un truc qui se met en plus de la montre. J'en ai vu une hein, qui pouvait mesurer votre taux de glucose et qui, pareil, a une mini-aiguille invasive. Voilà, qui est un processus invasif.
Euh, Bon, je vois, de toute façon, regardez dans le chat le nombre de gens qui sont concernés dans leur famille. Enfin, alors bien sûr, après, il y a d'autres formes de diabète aussi, hein, pendant les grossesses, etc. Bon, ce que je veux dire, c'est que ça touche un peu tout le monde, ces histoires de diabète. C'est pas un hasard si la plupart des nutritionnistes, je dirais même l'immense majorité des nutritionnistes aujourd'hui, vous disent le gros problème, plus important que le problème des graisses, même si les graisses peuvent être un problème aussi, mais le sucre, et le sucre encore une fois au sens large, hein, les sucres lents, sont un gros problème dans l'alimentation moderne. Bah, tu vois, mauvais Jack, tu parles d'un problème très réel. Du riz, du pain, des pâtes, il va rester quoi à manger aux classes populaires? Le diabète est très important en Afrique, en Asie, parce qu'ils mangent beaucoup, énormément de riz. Il touche effectivement beaucoup les populations qui ont des habitudes alimentaires et dont l'accessibilité à la nourriture passe souvent par... Et les riz, surtout les riz blancs, les riz transformés, sont extrêmement chargés en sucre. Euh, Gros problème, c'est le trop, pas de sucre, attention à ne pas raconter n'importe quoi. Alors, c'est le trop. Oui, vous n'avez pas retenu. Le sucre, c'est important, hein, dans la vie. C'est l'énergie fondamentale du corps. C'est la première énergie dans laquelle il pose. Je ne suis pas en train de vous dire arrêtez tout. Mais du sucre, il y en a dans beaucoup de choses. Et on a tendance à se saturer trop en sucre. Voilà, donc de mettre trop d'énergie. C'est... Alors, là, bon, désolé, on va pas faire un cours de médecine. Demandez à votre médecin. C'est pas comme les graisses où il y a les bonnes et les mauvaises graisses. Il y a le glucose, voilà. Et trop de glucose peut engendrer des problèmes. Voilà. Et le glucose n'est pas que le sucre, sucre raffiné ou sucre brun, n'est pas que le sucre qui a un goût de sucre, en fait. Voilà, pour retenir un petit peu les choses. Euh, Voilà, donc on parle de glucides, on parle pas de sucre, en fait. Mais c'est... Désolé, on passe un petit peu de temps, mais je pense que quand cette montre sortira et que ces technologies sortiront, il faudra vraiment bien expliquer aux gens, parce que il y a... voilà. Allez, on continue dans les articles. On n'a que des articles passionnants, ça va être difficile d'être à l'heure. Aujourd'hui, on va aller assez vite sur le prochain. Vous vous souvenez de Kevin Systrom et Mike Krieger? Non, pas du tout. Eh ben, c'était les fondateurs d'Instagram. Avant de quitter la boîte, quand ils ont été rachetés, enfin quelques années après avoir été rachetés par Mark Zuckerberg et Facebook, eh bien, ils ont annoncé leur grand retour avec une app qui va s'appeler Artifact. Il s'agit d'un nouveau réseau social. Alors, on va voir si c'est un réseau social. Qu'est-ce qu'un réseau social? Dédié à l'actualité basé sur l'IA. Avec la phase de test, l'application est désormais disponible gratuitement pour le public sur iOS et Android. Artefact est un peu comme une nouvelle version de TikTok, mais avec uniquement des contenus textuels. L'onglet Titres propose à son utilisateur un fil d'actualité trié par sujet provenant des grands noms de la presse comme le New York Times, mais aussi des sites moins reconnus ou des blogs. Lorsque celui-ci a choisi une actualité, l'application se met à afficher des histoires similaires en fonction de ses préférences de lecture. Un algorithme d'apprentissage automatique basé sur l'IA identifie alors ses goûts afin de lui proposer des nouveaux articles susceptibles de l'intéresser.
Kevin Systrom explique qu'au fil des années, de ce qu'il a vu, c'est à chaque fois que nous utilisons l'apprentissage automatique pour améliorer l'expérience du consommateur, les choses se sont améliorées très rapidement. L'IA qui alimente Artefact se base sur Transformer, une architecture de réseau neuronal pour la compréhension du langage lancée en 2017 par Google. Cette technologie constitue notamment la structure de base de GPT-3 et de son robot conversationnel ChatGPT. Donc, je ne l'ai pas testé, j'ai pas eu le temps. Elle est déjà dispo, a priori ça va ressembler à ça. Bien évidemment, on peut se dire « Ah, mais s'il me recommande que des articles que j'ai envie de lire, ça va m'enfermer dans ma bulle. » Ce genre d'appli, il ne faut pas s'y limiter. À voir justement à quel point il y aura une espèce de fonction, fais-moi découvrir des choses que je n'ai pas l'habitude de découvrir. À quel point il va injecter de la nouveauté dans l'algorithme, ça va être intéressant. Après, moi, pour utiliser Flipboard quasiment tous les jours, enfin tous les jours où je fais le mug, mais même les jours où je fais pas le mug, je lis mon Flipboard, j'avoue être très intéressé par un espèce de TikTok de la news. Moi, ça m'intéresse énormément. Peut-être un Flipboard avec un peu, effectivement, un peu plus. Parce que les recommandations de Flipboard, elles sont pas top. Aujourd'hui, Flipboard a tendance plutôt à me recommander juste les articles qui sont les plus lus. Donc voilà. Est-ce qu'on a une image du logo ? Alors attends, je l'ai téléchargé. Attends, on va la trouver sur l'App Store. Je l'ai téléchargée, mais je ne l'ai pas encore ouverte. Artefact. Artifact. Ou artefact. Non, c'est artifact. Je crois. Oui. Regardez, c'est celle-ci. En haut à droite, Artifact. Le logo, c'est un espèce d'astérix pété. Vous le voyez pas bien là, le logo. Voilà. C'est cette appli-là, a priori. Alors, le financement, très bonne question, très bon réflexe. Comment ils vont payer les gens qui travaillent autour de ça ? Parce que si je vous dis comment ils vont se faire de l'argent, vous pensez tout de suite à des gens. Comment ils vont faire, comment ils vont monétiser le truc afin que la société fonctionne ? Il y aura a priori un système d'abonnement, mais qui ne sera pas obligatoire. Un abonnement qui aura accès au flux de posts publiés par des personnes que l'on suit, ainsi que leurs commentaires. Des messages directs privés qui permettront de discuter de l'actualité avec ses amis. Donc a priori la consultation des news ne sera pas payante. Après les news en elles-mêmes seront peut-être payantes parce que ça c'est lié au journal. C'est comme Flipboard, moi il y a plein d'articles que je peux pas vous faire parce qu'ils sont derrière des paywalls. Nous on paye, je crois, on a un abonnement à Le Monde, Le Courrier International, un certain nombre de sites. Je pourrais pas tous vous les citer pour pouvoir avoir de l'info, mais on n'est pas abonné à tous les sites non plus. Oui, alors, je pense que c'est un peu... Mais Flipboard aurait bien besoin d'une concurrence, je trouve. Parce que Flipboard, ils innovent pas énormément, c'est assez instable. Je suis un peu... Voilà, je l'utilise parce que j'ai pas trouvé un équivalent, moi, personnellement, dans ma manière de faire les news. Mais la Banque nationale de France permet d'avoir accès à tous les journaux payants pour 15 € par mois. La Banque nationale de France ? Ouais, je savais pas ça. Flipboard, c'est de la merde. Ça va, Marion Samuel Archer. Eh ben, c'est de la merde parce qu'on a... Mais on a... Pour l'instant, il n'y a pas mieux. Voilà. C'est la Bibliothèque nationale de France. D'accord, oui, je me disais la Banque nationale de France qui donne accès à tous les journaux.
Oui, c'est intéressant de diversifier ses business models, la Banque nationale de France. Non, Feedly ne fonctionne pas comme Flipboard. Ça va être 10 ans qu'on me serine avec ça, que Feedly c'est mieux que Flipboard. Non, ça s'utilise pas pareil. Prout. Prout, prout. Voilà. Tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est mon seul argument. Demande à Flonflon pour les conseils BNF et abonnements, d'accord. Non, Evernote non plus, ça fonctionne pas du tout pareil. Bon, tout le monde est en train de me chercher un truc pour me remplacer mon Flipboard. Vous trouverez pas, laissez tomber. Fait 10 ans que je cherche. Vous trouverez pas. Vous trouverez pas, vous trouverez pas. Sur ce, on passe à l'article suivant. Allez, hop, 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 on va aller vite sur celui-là aussi. L'app Google Photos sort la gomme magique sur l'iPhone. Aujourd'hui, on avait vu à la sortie des Pixels, effectivement, la fonction Magic Eraser, qui fonctionne plutôt pas mal et qui vous permet, par IA, et oui, il y a de l'IA partout, bientôt il y en aura dans vos cornflakes, d'effacer des choses sur une photo, ce qui est plutôt assez pratique et plutôt pas trop mal foutu. Même si, moi je vois là, il y a une petite crête d'écume qui fait pas naturel. Mais bon, globalement, on va dire pour de la photo de vacances où vous voulez effacer du touriste qui gêne ou votre ex, la gomme est plutôt utile. Eh bien, ça se démocratise parce que vous allez y avoir accès sur l'appli Google Photos sur iOS. Et ça, c'est cool. Par contre, il vous faudra quand même un abonnement à Google One et donc aussi accepter que vos photos transitent par Google Photos. C'est un choix personnel. On a vu le problème en long et en large. Il faut juste être conscient que vos photos sur Google Photos sont exploitées pour nourrir les bases de données de Google. Pas forcément de manière malveillante. Il ne faut pas forcément associer les deux, mais il faut en être conscient. Mais moi, j'utilise Google Photos. Guillaume ne l'utilise pas. Moi, j'utilise Google Photos. Oui, Google One est payant. C'est un abonnement pour avoir 15 Go de stockage, 100 Go disponibles à partir de 1,99 € par mois. Pour les 200 Go, c'est 2,99 € par mois. Et pour 9,99 € par mois, vous avez 2 Tera de stockage. Donc voilà, ça c'est les abonnements Google One. Alors, sur les pixels, c'est en natif, tout à fait. Sur les pixels, c'est en natif. T'as pas trouvé si l'abonnement était sans engagement? Je crois que c'est sans engagement. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est sans engagement. C'était bien quand Google Photos illimité était gratuit. Ah ouais, bah vous en parlerez à vos enfants à l'époque où Internet était gratuit, parce que je pense que c'est finito, les gars. Vous direz, ah, moi, à mon époque, on payait pas pour tout ça. Depuis quand il y a un abonnement Google? il y en a de plus en plus des abonnements. Il y en a de plus en plus et je vous garantis que c'est pas une tendance qui va s'arrêter. Parce que ça a du succès en plus, les abonnements. Ça a du succès, ça a du succès. Mais je sais que la plupart d'entre vous, vous dites, mais non, je payerai pas. Le 15 Go gratuit, oui, oui, ça, mais vous aurez pas la gomme. Voilà. Hein? Non, mais en gros, il y aura toujours un Internet gratuit, mais aujourd'hui, c'est clair qu'ils enlèvent de plus en plus de fonctions à l'Internet gratuit pour le réserver à des systèmes d'abonnement. Donc, quelque part, il y aura toujours un web gratuit, mais ce web gratuit ne vous permettra pas de tout faire. Voilà. Et on va rentrer très légèrement dans la polémique, mais vous pouvez pas, en même temps, faut de la cohérence mentale. Vous pouvez pas, en même temps, vouloir un Internet gratuit, être contre la pub et être contre les abonnements. Là, il y a un moment,
vous voulez tout pour rien. Ça ne peut pas marcher. Il faut que vous fassiez tomber un... Soit vous acceptez la pub et vous avez un Internet gratuit avec toutes ses fonctions. Je schématise, mais globalement, je pense que l'avenir, ça sera ça. Mais vous ne pouvez pas en même temps vouloir un Internet gratuit, toutes ses fonctions, ne pas vouloir de pub et ne pas vouloir d'abonnement. Ça ne tient pas. Parce que l'Internet gratuit n'a jamais existé. De votre côté, vous pensiez que ça existait, mais il n'a jamais été gratuit, Internet. Jamais. Et même si vous me sortez les adblocks, c'est pas gratuit. Même si vous les payez pas directement, les adblocks, c'est pas gratuit. Les mecs font pas des adblocks par bonté de cœur juste pour vous faire plaisir. Hein. Il y a un business derrière. Et oui, il y a un business. Désolé, j'ai soif, il fait sec dans l'appartement. Qui a remis une pièce dans la machine des adblocks et de la pub? Ok, je change de sujet. Vous savez que c'est un de mes dada. Il est 9h01. Très rapidement, dernier article, hein, ça ne va pas, mais c'est quand même intéressant. Fnac Darty, une rumeur sur le rachat ferait grimper le cours de l'action. Le groupe Fnac Darty, c'est 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Va-t-il tomber entre les mains de Daniel Kretinsky? Je suis désolé, hein, c'est son nom. Daniel Kretinsky, qui est un milliardaire tchèque, d'après mes renseignements. Nos confrères de BFM Business citent des sources proches des groupes de distribution qui expliquent qu'ils souhaiteraient racheter les parts du groupe allemand, parce que vous saviez que Fnac Darty, c'est allemand hein, maintenant. C'est C Economy, principal actionnaire de Fnac Darty avec 24% du capital. L'homme d'affaires détient de son côté 20% des parts et il pourrait donc rapidement devenir actionnaire majoritaire grâce à cette opération. En gros, il veut racheter à C Economy les autres parts du capital du groupe Fnac Darty. C Economy est rentré au capital de Fnac Darty en 2017. Le groupe a récupéré des parts de Kering et avait pour ambition de multiplier les synergies. Finalement, les échanges entre les deux groupes sont inexistants. Donc le côté Fnac Darty avec des trucs en commun, ça n'a pas trop pris. Et les projets de fusion ont tous capoté. L'offensive de Kretinsky pourrait donc faire bouger les choses. Bonne, mauvaise chose, je ne sais pas, mais c'est une merveilleuse introduction dans le merveilleux monde de la grande distribution et de la e-économie, puisque la tartine, dont on parlera après le sponsor, nous allons parler de Jeff Bezos et d'Amazon et de Légion d'honneur et d'Emmanuel Macron. Alors faites chauffer votre indignation. On va pouvoir en verser des tartines. Hein, vous allez pouvoir vous lâcher. Je vais vous laisser vous indigner. Mais avant ça, nous allons parler de quelque chose qui ne va pas vous indigner, mais qui risque de vous surprendre. C'est la qualité de notre sponsor Eau de Switch. Hein, la petite blague du matin, Eau de Switch, ce n'est pas un parfum extirpé des joueurs de Nintendo. C'est l'un des meilleurs hébergeurs web sur le marché, Eau de Switch. C'est une sécurité et une fiabilité remarquables. Et la cerise sur le gâteau, c'est que c'est français. Les data centers sont en France. On parlait tout à l'heure, effectivement, de l'importance d'avoir des données dans nos masses politiques, dans l'Europe, dans la France. C'est quelque chose quand même d'hyper important en termes de sécurité. Eau de Switch offre un service de qualité pour tous ceux d'entre vous qui veulent créer, qui sont en train de créer ou qui veulent héberger un ou plusieurs sites web. Eau de Switch propose un support client exceptionnel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des conseillers prêts à répondre à vos questions, vos problèmes techniques que vous pourriez rencontrer. Mais peut-être que vous n'en rencontrerez pas, puisque vous avez le contrôle total sur votre hébergement grâce à une interface technique performante et intuitive. Eau de Switch, c'est une offre unique, et ça, c'est vraiment un truc important dans l'ADN, on va dire, d'Eau de Switch, c'est qu'ils y tiennent. C'est une offre unique
Il n'y a pas des coûts cachés ou des options. En gros, vous n'aurez plus besoin de choisir entre les coûts, la puissance du CPU, la mémoire, le nombre de sites. Tout est clair et simple. Hein. Vous le voyez ici, tout est inclus. C'est une offre unique. Et vous pourrez héberger donc un ou plusieurs sites en toute sécurité sur des espaces 100% isolés. Alors n'attendez plus, O2Switch est fait pour vous. Utilisez notre code promotion N15. Si vous voulez le retrouver, vous faites point d'exclamation O2 dans le chat. Vous faites N15 et vous bénéficiez d'une réduction de moins 15% pour la première année. C'est valable pour toute nouvelle souscription à l'offre unique hors renouvellement et en plus c'est satisfait ou remboursé. Est-ce qu'on l'utilise actuellement? Je crois que non parce que ça fait partie de notre to-do list, mais on n'a plus de site internet, nous, à héberger. On a un vague projet, mais on réfléchit à ce qu'on mettrait dedans, de remettre un site internet. Mais pour l'instant, non, on n'a pas de site internet à faire héberger. Mais honnêtement, si on a accepté O2Switch en sponsor, on s'est renseigné avant et on a eu quand même beaucoup d'échos très positifs sur O2Switch. Bon, comme d'habitude, il y a des gens qui peuvent ne pas être contents d'un service. Mais globalement, on a eu des retours assez positifs. Marion l'utilise, ouais. Mais je sais pas où elle en est d'ailleurs. Parce que je crois qu'elle a un peu mis en suspens son bloc de musique. Voilà. Allez, il est temps, il est 9h06. Nous passons direct à la tartine. Bah merci en tout cas là, vos témoignages de ceux qui utilisent O2Switch. C'est plutôt sympa. Avant de commencer la tartine, un grand merci Pomoni pour son 27e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Ali, Aïlissa pour ton 19e mois d'abonnement. Merci Abdumarion pour ton 3e mois d'abonnement. Merci Eluvatar pour ton 14e mois d'abonnement. Merci Tigerifique pour ton 17e mois d'abonnement. Merci Actutech Reddit pour ton 19e mois d'abonnement. Merci Alf Live Game pour ton 9e mois d'abonnement. Merci Altaran pour ton 20e mois d'abonnement. Merci. Le train de la hype est terminé au niveau 3. Quoi? Vous n'avez pas amené le train de la hype au niveau 4? Ah, vous saviez bien que j'allais vous engueuler quand même. Alors, aïe, 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 aïe. Le sujet du jour, la tartine du jour. Voilà, Emmanuel Macron remet les insignes de la Légion d'honneur au fondateur d'Amazon, réaction indignée à gauche. Alors l'article date d'hier, de ce que j'ai vu sur Twitter, les réactions indignées, c'est tout le monde, hein, là. C'est pas que la gauche. Je n'ai, en tout cas sur Twitter, je n'ai trouvé qu'une seule personne qui disait non mais si, c'est bien. Personnellement, je n'ai trouvé qu'une seule personne. Donc là encore, on est dans les biais, on va dire, des réseaux sociaux. Il n'y a pas deux camps, genre ceux qui disent « Oh, c'est normal et c'est une bonne chose que Jeff Bezos ait la Légion d'honneur. » Non, tout le monde trouve ça scandaleux. En gros, ça me fait toujours rire, ces fausses batailles sur Twitter où les gens qui disent « Ouais, les gens qui pensent que Jeff Bezos, c'est normal qu'il ait la Légion d'honneur, je vous merde. » Mais en fait, tu te bats contre personne parce que tout le monde est d'accord que c'est pas... Alors, on va quand même en discuter. Je vais pas faire l'avocat du diable parce qu'honnêtement, là, désolé le jury, mais je trouve rien à défendre.
Mais quelle mauvaise idée. Quelle mauvaise idée. Effectivement, le président de la République, Emmanuel Macron, a remis jeudi 16 février les insignes de la Légion d'honneur au fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, a appris France Info de sources concordantes le jeudi 23 février, confirmant l'information de l'hebdomadaire Le Point, article réservé aux abonnés. Jeff Bezos, aujourd'hui directeur exécutif du conseil d'administration du géant du commerce en ligne et chevalier de la Légion d'honneur. Alors, plein de problèmes dans cette histoire. D'abord, ils ont essayé de le dissimuler. Ils ont fait ça discrètement. Il n'y a pas eu un communiqué. La presse n'était pas invitée. Comment ils ont pu penser une seconde que ça n'allait pas se savoir? Deuxièmement, le timing. En pleine grève des retraites, c'est une super idée de mettre... de remettre une Légion d'honneur, les insignes de la Légion d'honneur, parce que vous savez, il y a plusieurs grades dans la Légion d'honneur. Là, je crois que c'est le grade 1 de la Légion d'honneur. Je ne suis pas un spécialiste, mais... Bref, de filer ça à un milliardaire en pleine grève des retraites, en pleine grève autour de la réforme des retraites, mais quelle bonne idée! De faire ça au moment où Amazon annonce qu'ils vont licencier 18 000 personnes à travers le monde, quelle bonne idée. Je sais pas. Alors, on va dire, Emmanuel Macron est un con. Ok? De toute façon, tout est de la faute de Macron, vous le savez bien. Je sais pas quel est le conseiller autour de lui qui lui a dit ouais, c'est une bonne idée de faire ça en ce moment. Jeff Bezos, Amazon, qui a eu cette idée? Franchement. Qui a eu cette idée? Alors, pourquoi Jeff Bezos? Je sais pas. Effectivement, Amazon est le 3e employeur au monde. Alors je sais, vous allez me dire, ouais, mais c'est des emplois de merde. Néanmoins, c'est quand même le 3e employeur du monde. Oui, mais c'est des emplois de merde. Oui, mais c'est quand même le 3e employeur au monde. Oui, mais c'est des emplois de merde. Bref, débat infini. Nous n'en sortirons pas. Donc, mais quelle mauvaise idée. Mais putain, mais il n'en ratera pas une. Hein. Franchement, j'aimerais faire l'avocat du diable, mais je vois pas ce qu'il y a. Je vois pas ce qu'il y a de positif dans cette histoire. Non, la Légion d'honneur, alors j'ai vu beaucoup de gens, il n'a pas rendu de service à la France, c'est quoi ce bordel? Ça doit être des héros. Attention, la Légion d'honneur, là je ne suis pas un spécialiste, peut-être que quelqu'un le sait plus que moi, il y a plusieurs Légions d'honneur. Il y a un côté entre guillemets civil à la Légion d'honneur. C'est pas forcément des mecs qui se sont battus pour la France. Bon, je vous laisse vous exprimer. Hein. De toute façon, là, il n'y a pas grand-chose à sauver. Hein. À noter qu'en étant étranger, il n'est pas membre de l'ordre de la Légion d'honneur. Il n'en est que distingué. Donc, il n'a pas accès aux avantages de la Légion d'honneur. Ok, merci pour cette précision. Il est primé. Elle est pas mal. J'espère au moins que Bezos a promis une contrepartie, un investissement de plusieurs milliards en France. Ben, alors, Argonaut, il est indéniable. Je sais, vous allez me dire, c'est des jobs de merde. Ok, j'entends cet argument. Mais Amazon a énormément investi en France. Je ne sais pas combienième employeur en France est Amazon. J'ai pas les chiffres. Mais je pense que Amazon France, c'est un très gros employeur en France. Ok, c'est des jobs de merde. Mais c'est un très gros employeur en France. Alors, il y a le problème, effectivement, est-ce qu'on récompense la défiscalisation? Alors, la défiscalisation, contrairement à ce que vous croyez, est un problème complexe. Est-ce que Amazon, et honnêtement, je n'ai pas toutes les pièces du dossier, mais quand vous dites Amazon ne paye pas ses impôts, en fait, votre phrase n'est pas complète. Est-ce que Amazon
est hors la loi en ne payant pas ses impôts, ou est-ce que Amazon profite des failles du système européen pour ne pas payer ses impôts en France? Vous allez dire c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Il y a une différence entre l'escroquerie, sciemment, et utiliser des failles du système pour ne pas payer ses impôts. Parce qu'il y en a un, tu profites, et c'est pas bien moralement, ça on est d'accord, mais tu profites des failles du système, et l'autre, tu triches avec le système. Après, on est d'accord, les pratiques d'Amazon, moralement, là, il y aurait des choses à dire. Et je sais que la frontière entre l'optimisation fiscale et la fraude fiscale, elle est mince, mais elle existe quand même. C'est pour ça que d'aller très vite à dire Amazon fraudeur fiscal, moi honnêtement, je m'y connais pas assez en fiscalité européenne pour comprendre les tenants et les aboutissants du problème. Donc, j'évite de tomber dans ces caricatures. Et encore une fois, je suis pas là. Pour moi, il n'y a rien de vraiment défendable dans cette histoire. Honnêtement, je sais pas quoi vous dire. Contrairement d'ailleurs à ce que certains me disent, je suis pas macroniste plus que ça. Je suis pas anti-macroniste plus que ça non plus. Je trouve que l'anti-macronisme est devenu tellement ridicule. C'est pour ça que souvent, je me moque en disant de toute façon, tout est de la faute de Macron. Moi, j'ai trop salé mon steak hier et c'est de la faute de Macron. Mais bon, ça, c'est mon avis à moi. Mais je suis pas pro-macroniste plus que ça. Vraiment pas. Et là, mais quelle connerie de communication. Mais quel est le con qui l'a laissé faire si l'idée vient de lui? Ou quel est le con qui lui a donné l'idée de faire ça? Et de penser que ça allait pas se savoir. Mais on est en 2023. Putain, mais... Et faire ça en pleine crispation autour de la réforme des retraites, mais il faut être con, quoi. Honnêtement, ça serait passé crème à un autre moment. Il y aurait eu de l'indignation, bien sûr, voilà, Jeff Bezos. Mais là, le timing, ça va lui coller au basque. Bon, il s'en fout, à la limite, Macron. De toute façon, il est cramé. Donc là, il est... Allez, let's go. De toute façon, je m'en fous. Mais en fait, il s'en fout. De toute façon, il ne peut pas se représenter. Donc, là, voilà. Hop. Hey, Jeff, viens, je te file la Légion d'honneur. De toute façon, les Français ne peuvent pas plus me détester qu'ils me détestent maintenant. Donc, voilà. Ouais, alors j'imagine que le processus, Oleg, t'as raison. C'est bien évidemment des trucs qui ont... Il n'a pas décidé il y a 3 semaines de dire « Hey Jeff, viens, j'ai une médaille pour toi ». C'est des processus longs quand même. Après, il y a un calendrier. C'est des calendriers... vous savez, on parle de calendrier de ministre. Imaginez le calendrier du président. On décale pas les dates comme ça. Je pense aussi qu'ils ont dû décider en catastrophe. Hey, les gars, on fait ça en catimini. Mais franchement, ils auraient dû l'annuler. Et je pense qu'aujourd'hui, maintenant que ça sait que Le Point a divulgué le truc, il doit être furax, Macron. Il doit être furax, là. Il n'a pas besoin de ça en ce moment, quoi. Bah, j'aime pas partir dans des théories fumeuses, mais accumuler autant d'erreurs de communication, est-ce que c'est pas une stratégie? On peut se le demander. Le récipiendaire doit aussi obligatoirement avoir un parrain décoré avec lui. Je me demande qui c'est. Oui, on n'a pas l'info, effectivement. Tombons pas non plus dans les caricatures. Moi, des scandales à la Légion d'honneur, je suis suffisamment vieux pour vous dire, il y en a eu à droite, à gauche. Poutine, il a reçu la Légion d'honneur de Chirac. Enfin, voilà, la Légion d'honneur a toujours suscité des légions d'indignation.
Parfois, on comprend absolument pas pourquoi un tel ou un tel ont la Légion d'honneur. C'est... je n'irai pas dans les théories que c'est des histoires de gros sous, c'est de la magouille et compagnie. Je pense qu'on est à des sphères d'influence, de pouvoir. Je dirais pas que c'est des médailles en chocolat, mais c'est des trucs que tu files à des gens qui ont déjà tout. Alors, je parle de cette Légion d'honneur, je m'y connais pas, mais je parle pas de la Légion d'honneur entre guillemets militaire ou voilà des distinctions pour vraiment service rendu à la patrie. Là, on est en train de parler de la Légion d'honneur qui est filée parfois à des chanteurs, à des industriels, des sportifs, des trucs comme ça, quoi. C'est pour moi, c'est pas la même Légion d'honneur quand même. Il s'organise des portes de sortie juteuses. Peut-être, hein. Oui, oui, il a travaillé dans le privé. Bah, quand tu vois Tony Blair, le fric qui se fait maintenant dans le privé, je pense que Macron, il se dit, ouais, pourquoi pas moi, hein. Jérôme, il va refaire un récap sur la bataille des hybrides, vu que ça fait déjà 5 ans et qu'Olivier et Albert... Hein? Ah, vous êtes sur autre chose. Il y a 3 grades. Alors, on nous précise, il y a 3 grades. Chevalier, officier ou commandeur. Et 2 dignités, grand officier et grande croix. D'accord, merci. Alors, il y a une différence, oui. Alors, effectivement, mais c'est bien que vous rétablissiez aussi certaines vérités. Les gens ont dit, ouais, il va recevoir la prime, le versement financier annuel de la... Non, Oleg vous le précise. Seuls les militaires décorés ont droit au versement financier annuel de la Légion d'honneur. Euh, les Légions d'honneur. La même Légion d'honneur qui a été remise à Tim Cook, tu as un orgasme. Il n'en a pas eu une, Tim Cook. Non, peut-être pas Tim Cook. Peut-être pas Tim Cook. Militaire, policier, pompier, oui. Policier ou gendarme? Policier aussi, Olek? Ou c'est militaire, gendarme et pompier? Parce que ah oui, les pompiers, c'est complexe. Il y a certains pompiers, c'est l'armée, d'autres non, je crois. Ah oui, et ok, on paye soi-même sa médaille? Ah bah je veux pas de la Légion d'honneur. Vous me faites des subs pour que j'ai la Légion... Pourquoi pas à moi la Légion d'honneur? Emmanuel, pour service rendu. Les pompiers de Paris sont militaires, ouais, il y a un truc comme ça, ouais. Pompiers de Paris et Marseille, c'est l'armée. Les autres sont pas militaires, ouais. Sub-Gaul, Légion d'honneur. Trouvez-moi une raison pour que j'ai la Légion d'honneur. Pour tous les ordres, tu payes ta médaille. En fait, traditionnellement, c'est justement ton parrain qui te la paye. Ah, donc il me faut un parrain. Olek, tu veux bien être mon parrain pour payer ma Légion d'honneur? Et puis, il va me falloir des nouveaux costumes, hein. Il va falloir pour mettre la... truc là. Parce que je veux pas mettre ça sur un t-shirt, hein. C'est 340 € la médaille. Oh la vache! Oh la vache! Putain, c'est cher, hein, même pour... non. Bezos, un fragment, un battement de cœur, il gagne 3 fois ça. Pouvoir accéder au barbecue de team et avoir des produits Apple en avance, c'est mieux que la Légion. Je sais pas, ça dépend les strings attached à avoir les produits en avance. C'est même plus cher si tu veux la faire faire en très beaux matériaux. Là, c'est le prix de base du maître tailleur. Ah ouais, on peut se faire des légions d'honneur de luxe. Là, c'est la légion d'honneur en plastique à 340 €.
Pour le plus haut titre, tu reçois 36,56 € annuels. Waouh! Bon, enfin bref. Non, mais... quel mauvais timing, quelle mauvaise idée, quel mauvais... Quel mauvais. Là, je veux dire, en termes de com, je ne vais pas me lancer sur le terrain politique. Mais en termes de communication, j'ai rarement, de ma connaissance des gouvernements que j'ai connus de mon vivant, j'ai jamais vu un gouvernement aussi nul en com. Parfois, ils ont des bonnes idées, parfois, ils ont des mauvaises. Mais alors, en com, mais quelle bande de... Putain, mais quelle bande d'incompétents, quoi, en communication. Et la communication, putain, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Et filer la Légion d'honneur à Bezos en pleine crispation autour de la réforme des retraites, mais putain, c'est juste la pire idée du monde. C'est la pire idée du monde. Et c'est pour ça que je vous dis, je veux pas être conspirationniste, mais à se demander s'il n'y a pas un plan à faire la pire com du monde autour de tout ça, quoi. En se disant, ça peut pas être pire. Les Français peuvent pas être pires en détestation. Je suis le plus détesté. Je sais pas, c'est le high score qui cherche. C'est un challenge, ouais. On va le voir sur TikTok. Alors, challenge Macron, te faire détester par absolument tout le monde en France. Eh bien, j'y suis. Après, oui, c'est clair qu'il est cramé depuis longtemps, de toute façon. Il est cramé, il est... Ouais, bon, il a été descendu en torche, de toute façon, depuis longtemps, Macron. En fait, je vois... Je vais vous dire, hein, tel que je perçois, je sais pas si vous percevez. Il y a qui défend Macron encore? Un peu son entourage, parce qu'ils sont un peu obligés. Ah merde, surchauffe de l'appareil. Je change de caméra. Mais je vois personne le défendre, quoi, en fait. Il y a personne. En fait, c'est ça qui me fait le plus rire, c'est que tout le monde est anti-Macron et anti-macroniste. Mais y a-t-il encore des macronistes? C'est la question que je pose. Il faut vraiment que j'en parle. Il faut que j'invite... Les riches, mais non, même pas. La droite, elle n'est pas avec lui. Enfin, les riches sont pas tous de droite, mais... Et tous les gens de droite ne sont pas riches, mais... Non, mais personne n'est en fait de son côté. Ouais, il faudrait vraiment que Jean Massier vienne. Est-ce qu'il y a encore... C'est une vraie question. Existe-t-il encore des macronistes? J'ai pas l'impression. T'en vois plein le défendre? Oh, moi, j'en vois pas, quoi. Mais peut-être que c'est le prisme, effectivement, des réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, ça moufte pas pour le défendre. Hein. Personne, hein. Il est soutenu par 30% de la population. Ah ouais, encore? Ah ouais. Les réseaux sociaux, c'est pas les urnes. Ah, ça, c'est clair. C'est les urnes, mais avec un B. Les réseaux sociaux. Et ça nous les brise. Ça, c'est clair. En fait, le truc, c'est dès que tu défends Macron, on t'insulte. Ah, c'est clair, sur les réseaux sociaux, oui. Sur Twitter, il y a du monde pour défendre Macron. Alors là, il va falloir que vous me filiez les comptes. Hein. Parce que j'en vois pas beaucoup. Alors, bien sûr, il y en a quelques-uns qui le défendent. Mais on va dire, dans le grand public, je vois plus de macronistes sur Twitter. Hein. Allez, effectivement, il est 9h28.
On va faire quand même un petit camp de fac parce que c'est vendredi. Désolé, je vais terminer avec 10 minutes de retard. Mais on va passer au camp de fac. On arrête un peu. Effectivement, là, on est complètement dans les graviers politiques. Ce n'est pas notre rôle. Nous ne sommes pas Jean Massier, nous, monsieur. Nous sommes juste des gens de la tech. On doit parler que de smartphones et de microprocesseurs. Eh ben, on va le faire dans les camps de fac. Le camp de fac, c'est le moment où vous pouvez poser des questions, éventuellement j'y réponds. Le ministre du numérique est en train d'écrire un livre. Non, et c'est GPT qui va lui écrire son livre. C'est ce que t'aurais dit Macron, reste dans ton domaine, tout à fait. On me le rappelle souvent. Non mais Jérôme, arrête de parler de politique. Arrête de parler d'économie. Arrête de parler de science. Non mais parle de ce que tu connais. Bon, je ne veux pas vous parler de grand-chose. Hein. La Terre est-elle plate? Non. Point. Non. Est-ce que je fais une émission le week-end? Non. 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 Normalement, non. Parfois, je fais un peu de gaming le week-end. Scooby Media, j'ai bien reçu tes demandes d'interview. Désolé, mais enfin, je vais faire croire qu'on est des grosses stars. En fait, t'es pas le seul. Pour l'instant, on n'a même pas le temps de vous répondre. Je suis vraiment désolé, on passe pour des gros impolis. Honnêtement, pour l'instant, j'ai pas le temps. On va te répondre, j'espère. Continue à insister. Au bout d'un moment, on va te répondre. Mais on a un gros problème de gestion des mails. Les rares personnes qui nous écrivent... En fait, normalement, il n'y a pas de mail. Je vous le dis, mais ne nous écrivez pas, on n'a pas de mail. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas répondre aux mails. On a un mail commercial. Ça, oui. Mais le mail commercial, c'est pas moi qui reçois. C'est notre équipe commerciale, et j'ai donné pour consigne à notre équipe commerciale de ne pas me renvoyer les mails non commerciaux. Donc, si vous nous envoyez un mail, vous devez plutôt l'écrire d'une manière commerciale. Je sais, vous allez dire, mais comment on fait si interview, etc. J'ai pas de solution simple à vous donner en public parce qu'on a un gros problème de gestion de flux de demandes, quoi. Voilà. Ouais, Twitter, si j'ai le temps de vous répondre, mais je sais que certains, ça marche pas non plus. Utilise une IA pour gérer tes mails. Le problème, c'est que en fait, c'est même pas une question d'IA ou quoi que ce soit. Le problème est toujours le même. Parce que moi, je suis comme ça. Si je réponds à une personne, il faut que je réponde à tous. Je vais pas faire une sélection. Il y en a qui continuent à nous envoyer des mails en nous demandant quel smartphone ils doivent acheter, ce genre de trucs, et des conseils personnels. On n'a absolument pas le temps de gérer vos conseils personnels. Si je commençais à le faire, il faudrait que je fasse partout. Que ça soit fait par IA ou autre chose. Voilà. Donc, si vous voulez me poser une question sur du matos, il vaut mieux la poser sur les réseaux sociaux et de manière publique. Je ne réponds jamais à une seule personne. Je réponds par contre en public à une question qui m'est posée pour que ça réponde à plusieurs personnes, en fait. Du coup, manière non personnelle, quel téléphone devrait acheter des gens comme moi? Ouais, mais encore une fois, si vous nous demandez quel smartphone vous devez acheter, que vous précisez pas qui vous êtes, je suis incapable de vous répondre et c'est pas mon job. En fait, il y a aussi, et là je fronce les sourcils parce qu'il y a un moment, c'est pas mon job. Vous me payez pas pour ça, alors qu'un vendeur, il va être payé à la commission pour vous donner des conseils d'achat. Nous, on vous fait des vidéos, elles sont gratuites.
Il y a éventuellement un jeudi contributeur. Pour les contributeurs, s'ils veulent me poser des questions en direct, là, on répond en direct. Mais j'ai pas à faire le boulot d'un vendeur gratuitement à vous conseiller un smartphone. Pour qu'en plus, vous n'utilisiez pas nos liens d'affiliation, ce qui est le cas 90% du temps, je vois pas pourquoi. Désolé, je fais ma révolte, je fais mon caprice ce matin. Je vois pas pourquoi je devrais prendre du temps pour vous répondre. En vrai, n'y a-t-il pas une injustice sociale là-dedans? euh... Non, elles sont pas gratuites. On te donne notre temps, tu monétises, on paye, nom de Dieu. Alors, ton, ton raisonnement est quand même un peu biaisé, hein. Pour mériter la Légion d'honneur, ah bah voilà. Jérôme Caprice, c'est fini. Bah oui, non, mais c'est très bien Idéalo, surtout quand ils nous sponsorisent. Idéalo. Mais quand vous utilisez un lien Idéalo, si c'est moi qui vous donne le conseil d'achat, moi je touche pas un copec, hein. Je viens de faire avec ma femme une visite mystère. Je suis patiné de mobile et la visite chez Orange, la nullité de certains vendeurs. Bah ouais, mais bon, en même temps, eux, ils sont payés pour se faire ce job-là. Il existe des équipes commerciales qu'on peut outsourcer ou c'est une équipe interne. Alors, je comprends pas ta question, Soigny. Il va falloir que tu précises. Qu'est-ce que cela vous coûte, les liens d'affiliation? Plutôt ce que ça nous rapporte. En fait, si vous n'utilisez pas un lien d'affiliation, quand on vous a donné un conseil d'achat, ça ne nous rapporte rien. Donc, on vous a donné ce conseil. On a pris de notre temps pour vous donner un conseil gratuitement. Par contre, si vous utilisez le lien d'affiliation qu'on vous donne après un conseil, ça nous rapporte, alors ça a baissé, hein, là ça vient de baisser, globalement c'est souvent 2%, par exemple sur un achat Amazon. C'est 0% chez Apple par contre, parce qu'on n'a pas d'affiliation avec eux, parce que ça n'existe pas. Tu dis que les mails commerciaux sont gérés par une équipe commerciale. C'est des gens de chez Nowtech. Pour faire simple, oui. En fait, on a une micro-agence qui gère les intérêts de Nowtech, les intérêts commerciaux de Nowtech. On gère aussi d'autres influenceurs. Pas beaucoup, mais voilà, on a fondé une micro-agence, oui, commerciale. Guillaume est-il votre enfant, Marion et toi? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et Karina non plus, hein. Euh, C'est Flonflon, son fils, exactement. Non, mais Guillaume est mon fils, Flonflon est mon fils. Enfin, tous les gens que j'aime sont mes fils. Euh, Léo n'est pas mon fils non plus, mais c'est mon fils. Excité par les futures annonces tech. Les annonces tech de qui? les... T'as une barbe blanche en fait, donc t'es vieux, oui. Mon fils, ma bataille. Est-ce que je pourrais être ton fils un jour? Je commence à être saturé de fils, hein. Ça fait beaucoup, hein. C'est une grosse bande de fils, hein, quand même, hein.
Il va être temps de nous laisser. Oui, on est bien, là, c'est vendredi. Non, en vrai, j'ai plein de boulot. J'ai plein de boulot, plein de boulot. Pas sûr que je puisse faire du gaming ce soir. Je vais voir. Allez, un petit 50% de chance que je fasse du gaming. Je vous en avais pas parlé. J'aimerais bien faire du Warhammer ce soir, mais le Warhammer, quand je suis fatigué par des grosses journées de boulot, c'est chaud, quoi. C'est chaud, c'est chaud. Oui, on a fait une vidéo avec nos amis de France TV slash, qui est sur la chaîne YouTube de France TV slash. Non, Guillaume n'a pas racheté France TV. Hein. C'est France TV slash qui a racheté Guillaume. De toute façon, Guillaume et ses câbles. Un petit peu chez Nowtech, un petit peu chez France TV. Donc, on a fait une vidéo sur le phishing. C'était vachement cool parce qu'on a pu travailler avec une vraie équipe de journalistes. On aimerait bien avoir ça tout le temps. Ce serait cool. Ça nous a donné envie. On n'a pas de quoi le financer pour l'instant, d'avoir une vraie équipe de journalistes. Mais bon, c'était une expérience cool. Alors, on n'est pas méga naturel parce que c'était pas nos conditions de tournage habituelles. Donc ça peut vous faire marrer de nous voir un peu crispés. On était avec un prompteur, on n'a pas l'habitude des prompteurs, ça se sent un peu, surtout moi j'ai l'impression. Tu n'es pas sécable, tu es à croquer. Oh c'est trop mignon, Guillaume. Voilà, il faut qu'on s'entraîne. C'était très cool en tout cas de bosser avec l'équipe de France TV. Et vraiment très intéressant aussi d'avoir quand même la vraie rigueur d'un reportage où des gens étaient interviewés, ce genre de choses, où l'ensemble du texte était écrit, des réunions édito et tout. Vraiment des méthodes de travail, c'était intéressant. Donc on vous conseille d'aller le voir et le sujet est hyper intéressant. C'est sur le phishing, les arnaques aux cartes vitales. Et je pense qu'en plus c'est une vidéo que vous pourriez faire tourner autour de vous, parce que les arnaques à la carte vitale, tout le monde en entend parler, quoi. Ouais, en fait, le prompteur, moi, j'ai trouvé ça pas facile. C'est vraiment, c'est pas mon phrasé en plus. C'est très dur d'écrire comme tu parles, et moi, je parle vraiment pas comme j'écris, quoi. Donc, c'était pas forcément simple. Samuel me met à la porte. Je suis indigné. On m'empêche de parler. Non, c'est France TV, mais c'est une série de reportages. Je pense qu'ils ont plus de vues avec ce genre de truc en étant sur YouTube qu'à la télé. Non, c'est sur leur chaîne YouTube. Sur ce, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. On se retrouve lundi. Je vous souhaite un bon week-end. Ce week-end, je fais ma dernière raclette de l'année. Et ouais, j'espère qu'il va faire un peu froid. Oui, je fais pas de raclette d'été. Je sais que vous êtes... Il y a un groupe d'extrémistes. Je vous connais. Les terroristes de la raclette, là. Mais non, moi, la raclette, c'est l'hiver. Quand il fait froid. Point d'exclamation raclette. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. On va bien sûr faire un raid. On va faire un raid chez qui? On va faire un raid. Allez, un petit raid chez Flonflon pour terminer la semaine. Let's go. Je sais pas de quoi il parle. Vous verrez bien. Ciao tout le monde. Peut-être à ce soir. Peut-être si ça me prend dans le week-end et que j'ai du temps, un peu de Warhammer. Mais sinon, je vous retrouve lundi. Ciao tout le monde. Il faut pas que j'oublie de couper la musique aussi dans le générique de fin.